C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des SMR, des petits réacteurs nucléaires, modulaires, flexibles avec Sven Sers. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directeur du programme stratégique énergie chez Capgemini. Et puis avec nous en visioconférence, Édouard Ourcade, qui est le cofondateur de Blue Capsule. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Peut-être un mot de définition, Sven Sers. C'est quoi un SMR? En quoi il se différencie des réacteurs nucléaires classiques qu'on peut connaître? Alors, merci pour la question. Alors, un SMR, on va peut-être commencer par SMR, c'est Small, Medium, Réacteur. Donc, Small, petit, modulaire pour modularité et réacteur pour réacteur. Donc, en fait, c'est un petit réacteur nucléaire qui est modulaire. Donc, quand on entend modulaire, c'est-à-dire qu'il se construit en plusieurs briques pour être construit et assemblé sur un seul et même site. Donc, c'est vraiment... On entend par là en fait, des systèmes de grande puissance, donc aujourd'hui c'est les EPR, et les petites puissances, donc c'est les SMR, et donc c'est vraiment ça un SMR. Aujourd'hui c'est le petit réacteur. Est-ce que vous diriez que c'est l'avenir de l'énergie nucléaire? Alors c'est un avenir, il ne faut pas mettre en concurrence les gros, les petits, chacun a son utilité, chacun a son endroit. On a besoin des gros pour effectivement, pour nourrir nos villes, nos industries, on a besoin des SMR pour d'autres enjeux, la proximité par exemple par rapport à nos industries, l'éloignement aussi par rapport à certains réseaux, pour tout un tas de choses qui peuvent aussi être importantes pour l'industrie nucléaire. Donc on fait complémentaire. Édouard Ourcade, en quoi ils sont modulaires et flexibles ces SMR? Alors, modulaire, merci pour cette question. Modulaire, ça a été dit, c'est la nouvelle manière de construire des réacteurs plus petits. Flexible, c'est surtout lié aux nouveaux usages, donc ça a été un tout petit peu dit. Je pense que dans le modèle des petits réacteurs, il n'y a pas simplement la taille. Alors la taille, ça aide pour le coût unitaire qui est plus petit, la facilité de construction, des chantiers moins complexes, ça c'est un aspect, mais la flexibilité, c'est surtout parce que ces petits réacteurs souvent fournissent des services que ne fournissent pas les plus grands réacteurs, qui sont souvent concentrés sur l'électricité, et les petits réacteurs permettent en général de fournir plus qu'un vecteur énergétique qui serait l'électricité. Ils fournissent aussi de la vapeur à haute température, de la chaleur sous forme d'air chaud. Et donc, c'est ça qui fait leur polyvalence et donc qui permet aux industriels d'avoir d'autres usages qu'ils n'avaient pas avant avec le nucléaire. Donc, remplacer le charbon et le gaz naturel, typiquement pour faire la chaleur. C'est ce que vous voulez construire chez Blue Capsule? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. C'est ce que vous construisez déjà, ce que vous voulez construire quand Blue Capsule se place dans ce marché des SMR aujourd'hui? Bon, Blue Capsule, il se distingue un petit peu. Je pense qu'il est quand même unique dans son domaine. Il assemble deux technologies qui existent déjà dans le monde. Les technologies des réacteurs à haute température qui fonctionnent en Chine, au Japon et qui sont en plein essor aux États-Unis, qui ont un combustible très spécifique, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Et la technologie des réacteurs au sodium, qui est très bien connue en France. On a été les meilleurs au monde dans cette technologie-là et on est encore leader. Donc nous, on a cette spécificité d'assembler des briques existantes. Donc on a un chemin pour démontrer notre technologie qui est plus court que certaines autres qui font une technologie plus disruptive. Donc dans ce chemin-là, à l'heure actuelle, on construit des partenariats industriels, puisqu'il est hors de question, évidemment, c'est pas parce qu'on est une nouvelle entreprise, une petite entreprise, qu'on va se construire seul. Donc il faut s'associer avec des grands partenaires. Donc on a, à l'occasion du World Nuclear Exhibition, on a signé un partenariat stratégique avec Framatome, qui est le fournisseur historique du combustible de la filière, qui va nous fabriquer notre combustible très spécifique pour Blue Capsule, et également avec Veolia pour des développements de briques technologiques. C'est ces deux partenariats un peu emblématiques qui sont sur notre chemin de développement. Oui. Avec effectivement, selon le dernier rapport de la Nuclear Energy Agency, il y a 127 designs de SMR dans le monde, Sven Sers. Alors, il y a donc un foisonnement de projets, de concepts. Est-ce que c'est pas compliqué ça? Est-ce que ça nuit pas finalement au développement commercial des SMR ça? Alors moi je trouve que ça ne nuit pas, mais ça, en tout cas ça partage une certaine énergie qui est déployée pour ces enjeux-là. Je vais rebondir juste sur le PASSEUL qui a été partagé juste avant, parce qu'en fait moi je suis partie prenante auprès de l'Alliance industrielle pour les SMR auprès de la Commission européenne. Donc justement l'objet est de récolter
réconcilier l'ensemble de ces technos pour en définir certaines qui vont être en mesure d'aboutir et d'aller plus loin. Donc plusieurs enjeux, effectivement, c'est mailler la supply chain, s'assurer des compétences disponibles, et tout ça, en fait, de le faire de manière coordonnée, de manière européenne. Et c'est effectivement un des enjeux qui aujourd'hui principaux pour les SMR. C'est si aujourd'hui on veut déployer, passer à l'échelle, il faut choisir les bonnes technologies, savoir quelles sont les bonnes compétences et savoir quelles sont les entreprises qui sont prêtes à supporter également ces nouveaux enjeux qui viennent aussi changer un petit peu quelque part un ancien modèle, parce qu'aujourd'hui on avait ces grosses puissances qu'on savait construire et qu'on va continuer de construire. Aujourd'hui on arrive avec des sujets d'innovation qui viennent aussi challenger un petit peu toute la filière, et c'est extrêmement pertinent, et quelque part ça fait du bien à tout le monde. On a des personnes qui viennent de milieux autres que le nucléaire et qui viennent apporter effectivement une nouvelle vue, une nouvelle valeur, et il faut emmener tout ce monde-là vers effectivement les enjeux de décarbonation dont vous parlez. Qu'est-ce que ça représente pour Capgemini, ces projets-là aujourd'hui ? Alors nous, ça représente énormément de choses. Et d'abord, juste, au-delà de tout, c'est passionnant. Vraiment, c'est passionnant. Aujourd'hui, on est sur des enjeux. Donc, l'Agence internationale pour l'énergie partageait son rapport annuel cette semaine. Les enjeux de demande d'électricité, ça va être plus 40% d'ici à 2035. Donc, on a un enjeu de décarbonisation pour tenir le 1,5 degré. Et on a un enjeu d'électrification qui va venir grandissant. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons aller vers ces grandes puissances et petites et moyennes puissances. Pour nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus d'innovation, plus d'adaptabilité, plus de flexibilité, effectivement être plus en mesure d'accompagner ces nouveaux porteurs, ces nouveaux entrepreneurs qui amènent aussi de l'énergie, de la vivacité. Le dernier point pour Capgemini, c'est qu'aujourd'hui, Capgemini, c'est 400 000 collaborateurs, donc c'est un groupe français, 400 000 collaborateurs dans le monde, donc c'est une immense maison. Moi, je suis une petite partie de la maison. Le nucléaire chez Capgemini, c'est 2500 personnes. C'est comment on se sert aussi des autres industries, donc typiquement l'auto, l'aéronautique, le spatial, qui a déjà fait du modulaire pour l'amener effectivement dans le retour d'expérience sur CSMR. Comment on se sert de l'automobile, qui fait de la série, parce que c'est également, vous allez peut-être en parler, mais c'est un des enjeux, c'est arriver à faire de la série pour diminuer les coûts d'échelle, l'économie d'échelle pour CSMR. Et comment on se sert en fait de tout ce REX dont dispose aussi en partie Capgemini par ses expériences clients pour venir accompagner ces nouveaux entrepreneurs qui amènent une sacrée dynamique. Alors justement, Édouard, on parlait de l'Europe. Est-ce que pour vous, c'est un territoire porteur, ou est-ce que c'est vers d'autres continents que vous vous tournez aujourd'hui pour développer vos SMR ? Très bonne question. Je pense que c'est l'élément stratégique principal. Je pense que l'Europe a un problème de souveraineté énergétique. Je pense que ça a échappé à personne à l'occasion de cette guerre en Ukraine. Et je pense que il y a une conjonction finalement. CSMR, ils ont mis en lumière qu'on pouvait remplacer du gaz massivement en Europe pour plein d'usages grâce à la chaleur nucléaire. Donc je dirais que l'Europe, c'est d'abord notre terrain de jeu principal. Évidemment, la problématique aux États-Unis, par exemple, est très différente, avec le prix du gaz qui est moindre. Et je pense que l'Asie également cherche à faire cette mutation d'indépendance et de bas carbone. Donc il ne faut pas oublier que les deux, je pense que la souveraineté et le bas carbone sont deux piliers. Avec comme toujours, alors c'est vrai aussi pour certaines énergies renouvelables, mais quand on parle de nucléaire aussi, il y a un enjeu d'acceptabilité sociale. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Spencer. On se pose aussi la question, par exemple, pour la réouverture de mines de lithium, dont on va avoir un besoin urgent dans les prochaines années, prochaines décennies. Est-ce que vous voyez à l'aune de si on démultiplie des nouveaux sites, comment vous imaginez rendre ça acceptable pour les riverains ? En fait, moi, j'aimerais tourner la question dans l'autre sens. C'est en fait de dire, aujourd'hui, plus de 40%, du fait de l'IA, de la création de data centers, du fait de nos voitures électriques, etc. Aujourd'hui, l'électrification, elle est gigantesque. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les 1,5 degrés à maîtriser, à tenir. Ça, c'est pas le charbon qui va nous y faire parvenir. Mais en fait, aujourd'hui, d'accord, mais sauf que vous dites ça à des riverains, ils disent oui, ok, mais je voudrais bien que le réacteur il soit à 150 km de chez moi. Vous voyez Alors, le SMR est une réponse. Alors, le SMR est une réponse parce qu'effectivement, il permet d'être à proximité des villes. C'est un plus petit
effectivement objet, qui permet d'être plus en proximité, donc effectivement répond à ces questions sociétales. En revanche, on voit comme que ça change, hein, ça a été partagé juste avant, le WNE, le World Nuclear Exhibition, qui a eu lieu la semaine dernière à Paris, c'est 36 000 visiteurs cette année, c'est plus 50% par rapport à il y a 2 ans. Ça a lieu tous les ans. On sait qu'on voit bien qu'il y a une avancée aujourd'hui sociétale dans l'acceptabilité du nucléaire, des SMR. On se rend bien compte que c'est une énergie sûre, durable, et qu'aujourd'hui, et qui n'est pas, alors j'insiste, ce qui n'est pas en compétition avec le solaire ou l'éolien. Oui. Le solaire éolien, c'est des énergies intermittentes. Il fait beau, il y a du soleil, ça s'allume. Il n'y a pas de soleil, ça s'éteint. Le SMR, il tourne toujours. Ouais. Alors moi, je veux dire, je suis convaincu qu'il faut du nucléaire et je suis convaincu qu'il en faut dans un mix énergétique, et je vais dans le même sens que vous. Ça n'a pas de sens d'opposer le nucléaire au renouvelable. En revanche, je vous trouve un peu optimiste sur l'acceptabilité. Je veux bien vous entendre, Édouard Ourcade, là-dessus, parce que c'est quand même une question centrale. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver concrètement à des choix d'emplacement de sites et donc de riverains qui vont peut-être dire oh là, ok, on a besoin d'électricité dans nos usages, mais je préférais que ce réacteur il soit pas là, quoi. Ouais, je pense qu'on peut pas éluder ce sujet-là, que ce soit pour les riverains ou pour les industriels. C'est une nouvelle usage du nucléaire. C'est une évidence. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a dans le monde de la technologie, il y a ce qu'on appelle les micro-réacteurs. Donc un réacteur nucléaire, c'est à peu près 1000 mégawatts. Donc il y a des micro-réacteurs qui font 1 mégawatt. Donc pour faire l'équivalent d'un grand, il en faut 1000 petits. Donc là, dans ce cas-là, si on voulait faire l'équivalent ou démultiplier la capacité électrique, il faudrait en faire 1000 fois plus. Et il y a de l'autre côté des réacteurs qu'on appelle petits, qui sont plutôt 20 ou 30 fois plus petits que les grands réacteurs. Et du coup, si on s'intéresse aux grands clusters industriels qui ont besoin d'énergie, de chaleur, ou des grands data centers, on ne parle pas d'un déploiement aussi massif. Typiquement, en France, on a 58 grands sites nucléaires. Je pense qu'en France uniquement, si on devait viser les grands pôles industriels uniquement pour installer ce genre de réacteurs-là, on parle peut-être 20, 30 sites. On n'est pas c'est pas les petits pains, hein, si je prends cette analogie. On déploie pas massivement, en tout cas avec les réacteurs de taille intermédiaire comme Blue Capsule, on déploie pas massivement le nucléaire. Et j'ai un deuxième point là-dessus, c'est que quand même que la sûreté des petits réacteurs nucléaires est quand même beaucoup plus favorable que pour les grands réacteurs nucléaires sur plusieurs aspects. Je pense que l'autorité de sûreté nucléaire nous impose également des contraintes qui sont plus ambitieuses parce qu'on les prend très tôt dans la conception. Donc, par exemple, pour en citer une, on nous impose de ne pas pouvoir considérer l'évacuation de la population en cas de problème. C'est-à-dire que quel que soit le problème le plus grave qui puisse arriver sur notre petit réacteur, il faut que le public n'ait pas à être évacué. Donc ce type de démarche, ou en tout cas de stratégie, fait que finalement la population est moins sollicitée qu'elle le serait si elle vivait à la proximité d'un grand réacteur nucléaire. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact. C'est le grand entretien avec le patron de GSF, Christophe Cognier.